Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le crédit social à la chinoise, on en parle quand même assez régulièrement dans cette émission. C'est un sujet qui nous touche, qui nous inquiète beaucoup. On en parle régulièrement d'ailleurs avec Guillaume Travers qui avait publié ce livre, La société de surveillance, stade ultime du libéralisme, aux éditions La Nouvelle Librairie. Eh bien, il faut dire qu'on a de quoi s'inquiéter puisque ça se rapproche en fait. Jusqu'à maintenant, on parlait de la Chine. On a toujours l'impression que ça n'arrivera jamais jusqu'à nous. La Chine, c'est vraiment l'étranger éloigné, on va dire. Eh bien, voilà que l'étranger proche est également touché, l'Italie, puisque c'est la ville de Bologne qui va prochainement introduire, justement ce Smart Citizen Wallet. Je parle anglais, mais c'est le terme officiel. Donc, un passeport citoyen vertueux. Alors, on va parler de ce que c'est que le vertueux, qui va donc permettre aux citoyens d'engranger des points s'ils adoptent les bons comportements de bons citoyens. Alors, exemple, trier ses déchets, utiliser les transports en commun, utiliser la carte culture, voilà. En revanche, si vous traversez pas bien la rue, hop, vous perdez des points. Une mesure qui est d'abord expérimentale, sur la base du volontariat, donc jusqu'à maintenant, c'est assez rassurant. On se dit que tout ça n'est pas obligatoire, sachant que malgré tout, à la fin de cette mesure, si vous participez et que vous avez gagné tous les points, il y a des lots à gagner. Alors, sachez aussi qu'en Europe, et puis ça c'est Virginie Juron qui est également avec nous aujourd'hui, en Europe, il y a aussi cette idée de portefeuille européen d'identité numérique. Alors on ne parle pas encore d'identité vertueuse. Malgré tout, on peut se poser des questions sur encore une fois, sur ce passeport générique où il y a plusieurs informations, où on peut effectuer des démarches telles que l'inscription dans l'université européenne, la demande de bourse d'études, l'achat de médicaments sur ordonnance. Voilà, tout ça est regroupé dans un seul portefeuille d'identité numérique. Eh bien, nous, on finit par se poser la question, est-ce que ça va vraiment finir par arriver chez nous, ce passeport vertueux numérique? Et pour en parler, nous sommes avec trois invités. Guillaume Travers, dont je citais le livre il y a quelques instants. Bonjour Guillaume Travers. Bonjour. Vous êtes économiste, essayiste, collaborateur pour la revue Éléments. Et auteur, on va citer le livre qui est le plus en lien avec cette émission, c'est La société de surveillance, stade ultime du libéralisme, aux éditions La Nouvelle Librairie. Nous sommes également avec Virginie Juron. Bonjour Virginie Juron. Bonjour. Vous êtes eurodéputée pour le Rassemblement national, membre du groupe Identité et démocratie, membre de la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. Donc cette commission, leçons tirées et recommandations pour l'avenir. Et nous sommes également avec le professeur Yannick Chatelain. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes professeur associé, enseignant-chercheur à Grenoble École de Management et responsable des Game Insight. Vous êtes expert du digital, spécialiste du hacking. Et votre dernier livre, c'est Chronique du technomonde, les évolutions récentes d'Internet pour le meilleur ou pour le pire, aux éditions Maxima. Eh bien, voilà. Est-ce que justement ces techniques sont pour le meilleur ou pour le pire? Et là, on pense plutôt au pire. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Je vous donne tout de suite la parole, Yannick Chatelain, à ce sujet. Alors, si on peut parler du pire, oui, comme vous le disiez, nous n'en avons pas rêvé. L'Italie va le faire. Va le faire et c'est extrêmement fallacieux la façon dont il procède. Parce que d'une part, c'est par-delà, et je parle devant mes autres interlocuteurs, tout ça, c'est par-delà le droit, d'une part. Ce sont des citoyens qui vont définir donc la notion de vertu. C'est quand même intéressant. Donc des politiciens qui vont décider de la notion de vertu. C'est donc la capacité à faire le bien, la prédisposition pour de bonnes actions. Donc ils vont décider de ce qu'est une bonne action, d'une mauvaise action. Là où l'expérience est extrêmement fallacieuse, sur fond de crise économique mondiale, indéniablement, il va se passer, ou il est possible qu'il se passe plusieurs choses. D'une part, une adhésion des Bolonais. Une adhésion des Bolonais, pourquoi ? Pas parce qu'ils n'ont pas la visibilité des conséquences et des dérapages que ça peut, parce que qui dit récompense peut dire à terme sanction. Des gens vont adhérer parce qu'ils vont avoir des lots. Les politiciens vont dire ils adhèrent parce que ce sont des citoyens vertueux. Là, on pourrait se retrouver donc devant une adhésion
mais une adhésion liée à une situation économique difficile. Ensuite, derrière, là où ça se rapproche vraiment, c'est que, alors quand de mon côté, j'avais alerté en parlant notamment d'un rapport sénatorial prospectif en France qui avait été fait par, alors j'avais noté, c'est au nom de la délégation à la prospective. C'est un rapport qui date de juin 2021, qui s'appelait Crise sanitaire et outils numériques, répondre avec efficacité pour retrouver nos libertés. Ça date du 3 juin. C'est une véritable hagiographie de toutes les méthodes les plus coercitives utilisées par la gouvernance chinoise pour gérer la crise. Donc, si on a de quoi s'inquiéter, oui. Et comme vous le rappeliez, il y a un projet européen qui est mené par la présidente Ursula von der Leyen, qui est un portefeuille européen d'identité numérique. Et ça, tout le monde peut prendre connaissance de ce rapport. Et on a la technologie qui est posée. Je rappelle juste une chose, et puis ensuite je laisserai la parole aux autres invités, naturellement. Bien sûr, bien sûr. Je rappelle que nous avons tous les outils technologiques qui sont en place. La Chine s'était appuyée sur une société qui s'appelait Sésame Crédit, de façon à pouvoir développer en fait ce fameux portefeuille de entre guillemets surveillance, enfin même pas entre guillemets. Nous, la société Thales dispose déjà d'un portefeuille numérique et elle vante d'ailleurs ses mérites et vante tout l'intérêt et en avant l'intérêt que les pouvoirs publics ont pour ce portefeuille numérique. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque nous avons tous, autant les uns que les autres, alerté sur ce que j'appellerais la mise en place d'un capitalisme de la surveillance, je pense qu'on a très, très rapidement été targués de complotistes. Alors, les complotistes, avaient raison. Avaient un petit peu raison, quoi, ou du moins n'avaient pas tort. D'accord. Alors, je me tourne vers Virginie Geron, eurodéputée. Vous parlez, vous avez fait partie, en tout cas au niveau européen, vraiment des premiers lanceurs d'alerte sur ce sujet de surveillance, de mise en place, notamment ce portefeuille européen d'identité numérique. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce développement du portefeuille européen d'identité numérique? Et est-ce que lui-même peut intégrer cette notion de vertueux? Parce que c'est bien là, au départ, on se dit, bon, si c'est juste qu'une réunion de toutes nos informations numériques, ça pose des premières questions qu'on peut poser ici, mais il y a aussi la notion de vertueux qui ne fait qu'empirer. Qui se rajoute. Oui, voilà. Oui, déjà je partage les propos du professeur. Effectivement, le pire est à craindre. C'est pour ça que dès le départ, quand j'ai vu qu'il y avait cette communication que je rappelle était au mois de juin 2021 de la Commission, qui proposait effectivement la mise en place d'un passeport d'identité numérique au niveau européen, j'ai tout de suite compris que ce qu'on croyait être provisoire avec le pass sanitaire au niveau français, mais aussi au niveau européen, parce que je rappelle, en fait, ce crédit social, nous l'avons vécu depuis 2 ans. On nous a testés. Et c'est intéressant parce que du coup, quand j'ai posé la question à Thierry Breton la semaine dernière à ce sujet, où je lui ai fait part de cette crainte du système du crédit social chinois qui arrivait doucement mais sûrement en Europe, et la question c'est de savoir est-ce qu'on suit ce modèle. Alors je vous donnerai la réponse qui a été effectivement très politique dans le sens où on n'a pas eu de réponse et effectivement donc une communication l'année dernière qui nous prédit qu'il va y avoir la mise en place d'un portefeuille numérique d'identité européenne où ils nous disent qu'il n'y a que des avantages parce que ça sera un portefeuille où on pourra mettre dedans notre permis de conduire, nos diplômes, le dossier médical, on pourra, et Madame von der Leyen l'a dit dans une communication en septembre 2020, ça sera génial, on pourra louer un vélo en Hollande sans rien faire, on pourra payer ses impôts, etc. Donc ils nous vendent un package un outil pratique merveilleux, en fait, oui. Pratique, on va pouvoir vivre plus librement et en fait c'était un peu comme l'arrivée de l'euro où on nous disait vous verrez c'est tellement plus simple, il n'y a pas de changement de monnaie à l'entrée du pays en gros. C'est ça. Alors mais effectivement il pourrait y avoir un système qui pourrait être facilitant pour l'usager. Mais le problème, c'est qu'on l'a vu avec le pass sanitaire, c'est plutôt un système qui est contraignant de surveillance, de traçage et d'exclusion. Donc moi, c'est la crainte que j'ai et on le voit aujourd'hui avec cet exemple en Bologne et c'est ça toute la problématique. En fait, on nous met un système, un cadre où on nous dit que c'est optionnel au choix de l'usager. Donc ça, c'est comme ça que c'est vendu par la Commission. Mais on se rend compte que les États vont s'en servir et on le voit avec le pass sanitaire puisqu'on l'a au niveau de la Commission européenne. Ils nous ont donc indiqué que nous allons devoir voter l'extension du pass sanitaire
jusqu'en juin 2023, qui sera donc intégré à ce portefeuille, puisqu'on le sait bien, cela va nous permettre de continuer ou pas de traverser les frontières. Donc effectivement, un système qui est aujourd'hui, on va dire, optionnel. On le voit bien dans les faits avec l'extension du pass sanitaire européen qui va s'étendre en juin 2023, qui va être intégré à ce portefeuille, mais qui sera contraignant parce qu'on le voit bien, pour pouvoir continuer à bénéficier du pass sanitaire, c'est sous conditions. Et la réponse de Thierry Breton, quand je lui ai posé la question sur est-ce qu'on suit le modèle social chinois, il m'a répondu que de toute façon, le pass sanitaire a été un très bon test. Plus de 80% des Européens et des Français y ont adhéré. Donc, pas de problème. Donc, effectivement, il a un peu dénoncé le modèle chinois, que surtout pas on allait le suivre, qu'il allait être beaucoup plus encadré. Mais moi, ce que je vois, et nous l'avons tous vu en France avec le pass sanitaire qui nous a contraints à des règles les plus absurdes qu'on puisse voir un jour dans une société normale, avec l'accès ou pas au restaurant, l'accès ou pas au cinéma, l'accès ou pas à des loisirs. Enfin, moi, la peur, c'est celle-ci. Et c'est vrai, l'autre pendant, et c'est pour ça que le test, ce qu'il se passe en Bologne est intéressant, et nous l'avions vu et nous l'avions dénoncé avec d'autres collègues eurodéputés, c'est que ça va être en fait la mise en place aussi, ils vont s'en servir pour mettre en place un système de taxe carbone. Un bon citoyen qui trie bien ses déchets, qui utilise une bonne voiture électrique et pas un diesel, il va y avoir un système de points qui va être mis en place. Et ça fait partie effectivement d'un autre règlement. On n'en a pas assez parlé, mais qui va avoir un effet énorme sur les entreprises et les particuliers. En fait. C'est le règlement sur la taxonomie, qui est un système de transition vers une économie durable, où on va y avoir un système aussi de taxes. Et donc, effectivement, le pendant de ce portefeuille d'identité numérique où nous le vend, où ça va nous faciliter notre vie pour nos déplacements et des achats, et le pendant, ça va être cela, le contrôle effectivement de la circulation des usagers et des Européens en Europe. Et, ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est après la mise en place d'un système de taxe carbone via ce portefeuille où on verra tout, avec le permis de voiture, la carte grise. Je vais faire réagir Guillaume Travers à ce sujet. Donc, on comprend déjà la perversité de cette système pour le moment par adhésion, en tout cas au niveau européen, puis finalement derrière qui va finir par être contraignant. Enfin, c'est ce qu'on peut craindre. Et puis, j'aimerais bien qu'on revienne avec vous, Guillaume Travers, sur cet outil qui, pour le moment, est un outil technique dit neutre, facilitant, et puis qui finalement finit par porter ses propres vertus. Alors, je crois que ce qui est très frappant là-dedans, c'est qu'effectivement, la facilité, de fait, sera là, et c'est le grand argument, et c'est le grand drame pour nous qui nous y opposons, c'est que de facto, ce sera facile de faire beaucoup plus de choses avec ce pass. Je vais prendre un exemple très simple, mais qui me paraît très comparable. Pensez à la déclaration d'impôt pré-remplie. C'est un peu la même chose. Vous ouvrez votre page web, vous avez tout est déjà là. Le fisc sait absolument déjà tout sur vos placements, vos revenus, etc. C'est déjà une forme de centralisation d'information qui effectivement nous simplifie considérablement les choses. Et l'idée des passeports, c'est un peu la même chose, à une échelle évidemment beaucoup plus importante, où on facilitera des démarches parce qu'il n'y aura plus qu'un seul papier là où il y en avait 10, il n'y aura plus qu'une procédure là où il y en avait 50, et de fait ce sera un argument commercial très important. Et donc ça c'est un fait, je crois, central pour effectivement avoir en tête. Mais le point le plus important, c'est qu'évidemment la facilité, la simplicité n'est pas une vertu en soi, et que ce qu'on devrait se poser, ou ce qu'on occulte complètement quand on met en avant uniquement, comme le fait Thierry Breton, la simplicité, la facilité, etc., c'est qu'on occulte complètement la question du modèle de société qu'on veut, la question du bien commun, de la vie bonne, et de se dire finalement quel modèle on veut. Et en fait, ce que font aujourd'hui par exemple la Commission européenne ou la ville de Bologne, c'est finalement en grande partie occulter cette question qui doit être première dans le domaine politique pour uniquement dire, eh bien on va laisser libres les individus. Et sur cette liberté individuelle où on fluidifie finalement uniquement les mouvements individuels, essayer de plaquer ex post des vertus plus ou moins abstraites. En soi, c'est pas choquant qu'un État ou qu'un gouvernement veuille valoriser des vertus. Tous les gouvernements l'ont fait depuis l'aube de l'humanité. Mais
l'ordre était complètement inversé. On disait, tiens, le modèle de société est le suivant, et on en débattait, on débat de ce qu'est le bien commun, et ensuite on valorise ou pas tel type de comportement. Là, c'est exactement l'inverse. On réduit la vertu à un problème technique qui vient ex post, une fois qu'on a laissé les individus libres, sans aucune vision du bien commun. Donc c'est à mon avis, cette inversion qui est finalement très perverse. Le fait qu'on parle de vertu en soi n'est pas une mauvaise chose. Les vertus, ça peut être très bien, mais c'est la manière dont on les pense qui est complètement pervertie par rapport à la manière classique dont on pensait les vertus dans la société. Hein. Je pense, Guillaume Travers, que là, il y a vraiment une clé de compréhension de ce sujet sur la technique. À chaque fois, on a l'impression que cette technique neutre elle ne fait qu'appliquer des règles bien édictées, etc. Et finalement, cette perversion de la technique vers un nouvel ordre moral, je pense qu'on va vraiment revenir là-dessus juste après le Flash Info, parce que nous retrouvons notre table ronde autour de ce passeport citoyen vertueux mis en place en Bologne. Que faut-il attendre pour l'Europe ? Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Pour cette table ronde, je suis toujours avec Guillaume Travers, auteur de La Société de surveillance, stade ultime du libéralisme aux éditions La Nouvelle Librairie, Virginie Joron, eurodéputée, membre du groupe Identité et Démocratie et membre de cette commission spéciale sur la pandémie de la Covid-19, et Yannick Chatelain, professeur associé enseignant-chercheur à Grenoble École de Management et responsable de Game Insight, auteur de ce livre Chronique du technomonde, les récentes évolutions d'Internet pour le meilleur ou pour le pire, aux éditions Maxima. Je me retourne vers vous, Guillaume Travers, concernant... d'abord, je voudrais revenir juste un truc sur l'outil facilitant de ce portefeuille européen d'identité numérique. En vrai, moi, je ne trouve même pas que ce soit si facilitant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des codes partout. Pour moi, tout est beaucoup plus compliqué qu'avant, avec le numérique. Alors là, je fais peut-être comme ma grand-mère, mais on est d'accord, ma grand-mère et moi, et je trouve que tout devient beaucoup plus compliqué. Déjà, ça, c'est premier point. Et deuxième, puisque c'est le titre de votre livre Stade ultime du libéralisme, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer comment vous parlez de capitalisme de surveillance, en quoi c'est une forme de capitalisme, justement, qui n'a pas l'air du tout capitalistique. Là, on est plutôt dans le contrôle autoritaire. Alors, effectivement, sur le premier point, effectivement, je suis un peu d'accord avec vous. Pour moi, je ne suis pas très fan de ces outils-là, et donc le côté facilitant, je ne le vois pas personnellement beaucoup. Mais je suis pas toute seule. Beaucoup le voient, ou en tout cas, en principe, ça peut en partie l'être. Bon, peu importe. Sur le libéralisme, je crois que l'argument fondamental de mon ouvrage est le suivant, c'est de dire que finalement, le libéralisme ou l'idéologie de la société ouverte, du mouvement des individus sans limite, finalement se fondait sur un mythe. C'est le mythe qu'on pourrait se passer de contrôle social. Dans la société, disons, pré-moderne, où il y a des frontières, des États, des communautés, des provinces, etc., eh bien, on bougeait moins à l'échelle mondiale, mais les mécanismes de contrôle étaient beaucoup plus informels. Il y avait des mécanismes fondés sur la réputation, sur l'honneur, sur la confiance, parce qu'on se connaissait, etc. À partir du moment où on proclame que tout le monde peut bouger n'importe où et faire n'importe quoi, eh bien, pour que la société tienne ensemble, il faut substituer à ces mécanismes de confiance, d'honneur, de réputation, des mécanismes beaucoup plus formels. Donc, j'en sais pas, par exemple, à des engagements verbaux, on va substituer des contrats écrits avec des notes de bas de page et des tribunaux pour les faire appliquer. On aura des forces de police, etc. Et donc, dans absolument tous les domaines, il faudra des structures beaucoup plus formelles, beaucoup plus institutionnalisées pour faire en sorte que les choses tiennent ensemble. Et donc cette idée d'une liberté qui serait absolue est évidemment un mythe, mais c'est parce qu'on a en premier lieu voulu promouvoir cette liberté absolue qu'on a ex post ces nouvelles formes de contrôle social beaucoup plus formelles finalement par rapport aux anciennes qui étaient beaucoup plus informelles. En fait, on reporte les frontières, les limites qui pouvaient exister avant, notamment la frontière nationale, mais également, comme vous dites, au niveau d'une commune, etc., ou de la bienséance. On la reporte finalement à un contrôle technique presque épidermique au niveau de l'homme. Je crois que ce qui est vraiment central, c'est qu'on avait classiquement un monde marqué par des frontières politiques, c'est-à-dire on était citoyen ou non citoyen, et on a maintenant un monde marqué par des frontières juridiques, c'est-à-dire qu'on est en règle ou pas en règle. Et à la limite, qu'on soit citoyen ou étranger, c'est plus le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on est en règle avec
un ordre juridique plus ou moins abstrait. Et quand on y réfléchit d'ailleurs, et je vais finir là-dessus, le terme de passeport citoyen est absolument frappant. Un passeport, comme le nom l'indique, à l'origine, c'est pour passer un port, c'est-à-dire passer une frontière. Et là, on parle de passeports qui ne sont pas pour passer des frontières, mais des passeports intérieurs. Donc, pour un citoyen, chez lui. Ce qui est vraiment complètement différent et qui montre bien que le passeport n'est plus un outil politique, mais vraiment un outil juridique qui vérifie la conformité avec un ordre plus ou moins abstrait. Mais en plus, vous dites juridique, mais c'est presque plus que ça, puisque c'est un ordre moral, c'est même pas un ordre juridique, ou alors il faut qu'on revoie l'ordre juridique, mais là, il y a un ordre moral qui est mis en place. Quand on parle de citoyens vertueux, ça pose vraiment des questions. Virginie Juron, quel est, à votre avis, au niveau européen, puisque c'est votre spécialité, quel est le projet d'Ursula von der Leyen à ce sujet? Est-ce que vraiment, elle veut mettre en place une idéologie particulière? Oui, effectivement, mais depuis le départ, en fait, ils veulent une Union européenne qui efface les identités de chaque État membre. Alors, ils nous disent dans le rapport que les États membres pourront conserver leur identité, les cartes d'identité nationales. Merci Madame von der Leyen. Mais en même temps, on voit que le projet de l'Europe, c'est quand même de créer une identité européenne. Donc effectivement, nous sommes contre cette vision de cette Union européenne, mais en même temps, ce que l'on voit avec cet exemple, et de toute façon, nous, le combat, on l'a depuis le début avec ce dossier du certificat Covid, et je rappelle, ils le disent tous, c'est grâce à la pandémie qui offre cette opportunité de changement systémique. Thalès aussi, dans son étude, le rappelle, et donc on va effectivement vers une nouvelle société incarnée par l'Union européenne de contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent effectivement que les États membres conservent la carte d'identité nationale et les autres documents des autres États membres. Mais ce qui est pour moi le point le plus important, c'est que la Commission propose ce dossier via le règlement. Le règlement en matière juridique, ça veut dire que c'est contraignant tout de suite, sans directement. Alors que la directive, ça permettait aux États membres d'aménager la législation. Donc on voit bien que la volonté de von der Leyen, c'est de la mise en place d'un système européen où il y aurait une identité européenne à l'encontre et sous contrôlée, parce que moi le problème c'est ça aussi, c'est que là on nous dit que c'est une option, c'est facultatif, je veux bien, mais ce qui me pose problème, c'est qu'on contrôle les gens dans leur déplacement. Alors, et c'est ce que j'ai rappelé à Monsieur Thierry Breton, la valeur fondamentale, soi-disant, de l'Union européenne, c'est la liberté de circulation. Or, avec ce passeport, on sera plus libre. Sauf qu'elle dit, que c'est très pernicieux, mais elle précise bien que ce portefeuille, ce certificat vert également dont elle a parlé d'ailleurs encore dernièrement, mercredi 17 mars, et se ferait au nom de la liberté d'expression, de circulation. De circulation, oui. Non, mais c'est ça, c'est qu'ils nous enlèvent nos droits. Il nous force à la prison, à l'exclusion, et puis il nous redonne une petite. Il rouvre la porte et il nous estime que grâce à cette ouverture de porte, si on se soumet à une condition qui est l'obligation vaccinale, et attention, elle va revenir celle-ci, parce qu'elle l'a dit le mois dernier aussi, qu'elle était choquée de voir qu'il y avait encore 150 millions de non-vaccinés en Europe et qu'il fallait absolument commencer à réfléchir à ce sujet. Donc c'est ça le problème aussi qui est sous-tendu par ce passeport. Virginie Juron, je voudrais vous faire réagir à ce que nous avançait Guillaume Travers il y a quelques instants sur ce glissement du politique au juridique. Là, je pense que l'Europe est vraiment un exemple, en tout cas, de la perte du politique, puisque, rappelons-le, la Commission européenne n'est élue par personne. Et aujourd'hui, elle prend la place, elle s'arroge les droits de l'État, de chaque État souverain, qui déjà... Tout à fait, comme d'ailleurs... Oui. D'ailleurs, la santé n'est pas une compétence de l'Union européenne. Normalement, jamais. Oui. La santé, la défense, quand elle dit que c'est l'Union européenne qui va envoyer des armes à l'Ukraine, ou quand elle fait ses contrats d'achat directement au laboratoire, normalement, elle n'a pas cette compétence. Oui, mais donc, comment elle s'arroge ses droits et pourquoi les États laissent faire ? C'est une vraie question. Pourquoi les États laissent faire ? D'ailleurs, c'est Macron qui avait demandé à Madame von der Leyen de prendre ce dossier de l'achat des vaccins. Donc, c'est politique, effectivement. On les a pas élus. Nous, au niveau du Parlement, on a encore un peu ce pouvoir de lanceur d'alerte, d'essayer d'amender les projets et de ne pas voter leur dossier.
je regrette qu'on ne soit pas assez nombreux parce qu'il y a des sujets qui dépassent les étiquettes politiques. Donc moi, je travaille beaucoup avec des eurodéputés étrangers, donc vous devez les connaître parce qu'ils sont très forts aussi, comme Christiane Thérèse, qui est aussi sur le sujet, Rob Roos, Roken. Donc ce sont des autres eurodéputés des autres États membres. Nous sommes un petit groupe, nous sommes assez organisés pour nous faire entendre et après, ça sera aussi le rôle des citoyens, parce qu'il y a des consultations citoyennes. Il y a eu une consultation citoyenne qui était sur le site de la Commission au regard du projet d'extension du certificat Covid jusqu'en juin 2023. Apparemment, ils ont été submergés d'informations, de demandes, de critiques. Moi, j'en ai reçu une de Dominique qui est excellente, qui donne tous les points contre 5 points contre cette proposition de proroger le certificat, en plus des points factuels avec très réfléchis sur l'efficacité du moyen, sur la non-proportionnalité du moyen. Donc, il y a aussi cette possibilité pour les citoyens de se faire entendre. Alors, est-ce qu'après, ça va être à la poubelle? C'est le problème, parce que moi j'ai fait une résolution par individuelle. Le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir face à la Commission, c'est aussi exactement. Mais voilà, c'est pour ça que moi je fais ce travail de réinformation, d'alerte, et les citoyens après ils essayent soit par des pétitions, et puis peut-être ils peuvent voter mieux aussi. Hein. Et ça aussi, une autre question. Effectivement. Je me tourne, Virginie Geron, vers professeur Yannick Chatelain. Professeur, vous avez écrit donc Chronique du Technomonde. J'aimerais bien qu'on revienne dans ce Technomonde sur le nouveau rôle de la technique qui finalement se substitue doucement à la politique, ce que commençait à expliquer Guillaume Travers notamment. À partir du moment où l'homme se pense impuissant à résoudre un certain nombre de problèmes, on se dirige de plus en plus vers un technosolutionnisme. Donc la technique serait supposée, que ce soit en termes de sécurité, dans plein de domaines, résoudre les problèmes. C'est aussi une façon de se défausser de ses propres responsabilités, par exemple en tant que politique. Donc c'est l'image des caméras de vidéosurveillance. Vous pourrez prendre énormément d'études et des méta-analyses. La vidéosurveillance ne prévient pas le crime. C'est un argument absolument fallacieux. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est j'appelle ça la dataisérisation de l'individu. On nous met sous forme de data. On parlait du passeport, on parlait du pass vaccinal, du pass sanitaire. Regardez le scandale de mon espace santé. Pourquoi je dis scandale de mon espace santé? Parce que en termes de mise en place, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le droit de ne pas être d'avoir votre espace santé avec un certain nombre de données. Ceci étant, il faut que vous ayez une démarche active pour vous défausser et ne pas avoir toutes vos données. C'est-à-dire que c'est une forme de vente forcée. Une forme de vente forcée. Ça a été inquiétant. Donc, ce technosolutionnisme, il a tendance à rassurer. Il y a des problèmes de sécurité, on met des caméras de vidéo et c'est bon, tout va être résolu. Non, tout ne va pas être résolu. J'en veux la preuve, un certain nombre d'attentats dans la ville de Nice, où il y avait des caméras de surveillance les plus importantes. Par contre, pour en revenir à notre sujet, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, Guillaume en parlait d'ailleurs, de la notion du droit. Si on pouvait définir la vertu comme je l'avais évoqué, c'est-à-dire la capacité à faire le bien et des prédispositions pour de bonnes actions, il me semble que quelque chose qui peut définir la vertu éventuellement et être respecté et respectable, qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas, c'est le droit. C'est le droit. Et c'est certainement pas des individus. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va être en fait à la merci d'idéologies dominantes. Et vous serez vertueux si vous adhérez à des idéologies dominantes. C'est donc la fin du libre arbitre de l'individu. C'est qu'on vous dit, voilà, le bien c'est ça et le mal c'est ça. Et qui est en mesure de définir le bien? Quelques hommes qui vont être, je sais pas, souvent de façon assez excessive, ça peut être dans le domaine de l'écologie ou de façon excessive dans le domaine de la sécurité, etc. Mais ce sont des hommes qui vont définir des idéologies dominantes auxquelles vous devrez adhérer sous couvert de ne pas être vertueux. Fin du libre arbitre de l'individu. Vous parlez de droit, peut-être faire une précision, parce que Guillaume Travers parlait tout à l'heure de gouvernance juridique, en tout cas. Là, vous ne parlez pas de la même chose, si je comprends bien. Il y a un juridique, on va dire, réglementaire,
C'est bien ça, Guillaume Travers, ce que vous vouliez dire. Oui. Et puis le droit, celui... le droit, absolument, auquel que l'on est censé ne pas ignorer. Oui, c'est ça. Qui est d'ailleurs mis en place par une idéologie politique, ce droit-là. Donc qui correspond chaque fois à une vision d'une nation plus qu'une autre. Une autre question que... Ouais. Absolument, mais c'est un droit qui est quand même établi dans le respect d'un fonctionnement démocratique. Voilà ce que je veux dire. La vertu, entre guillemets, ou le respect de telle ou telle loi, ça se fait dans un cadre démocratique, ça se fait dans le cadre d'un débat. C'est pas quelqu'un qui va décider comme ça, la vertu c'est ça et la non-vertu c'est ça. Je voudrais revenir, professeur Chatelain, avec vous, puisque c'est vous qui parliez du fait que ça avait été bien accueilli à Bologne. Vous avez suivi un peu les réactions à Bologne sur... Non, pas. Alors, c'est pas encore bien accueilli. Ça va être mis en place après l'été. Là où je présuppose que ça va être bien accueilli et qu'ensuite la façon dont ça va être analysé va être fallacieuse, c'est que sur fond de crise économique mondiale à laquelle on peut s'attendre, le gain de l'eau, la carotte, évidemment, va être accueilli avec plaisir. La carotte va fonctionner et on ne peut pas en vouloir aux Bolonais d'adhérer sans mesurer la dangerosité de leur adhésion. Et les politiciens, sans jouer les visionnaires, diront regardez comme les Bolonais ont accepté et comme c'est formidable et comme ils sont contents d'être des citoyens vertueux, alors que non, ce sont des citoyens qui vont vouloir essayer de finir leur fin de mois. Alors, Guillaume Travers, pour les mots de conclusion, peut-être à quoi on doit s'attendre en France et qu'est-ce que nous, on peut faire, chaque citoyen, peut-être aussi limiter au maximum pour le moment. Est-ce que ça sera quelque chose soi-même de refuser, d'intégrer ces QR codes et tout ça un maximum? Alors, je crois que oui, effectivement, je pense que tôt ou tard, des systèmes comparables arriveront, ne serait-ce que par l'impôt. Je parlais tout à l'heure, et c'est pas une boutade, de la déclaration pré-remplie. Quand vous avez des centaines de cases avec des avantages ou des bonus ou des malus un peu dans tous les sens, ça commence à le devenir un petit peu aussi par ce biais-là. Et si demain, le fisc connaît absolument tout ce que vous faites et vous met des bonus ou des malus, ça ressemble un petit peu à ça aussi. Et donc, on pourrait imaginer évidemment d'autres formes de passeport ou d'autres, et je crois donc que ça arrivera. Effectivement, alors, il faut, je crois déjà, en tant que citoyen, en avoir conscience, essayer de rester relativement un peu plus déconnecté que la moyenne, dans la mesure où c'est possible. Encore une fois, comme le disait le professeur Chatelain, malheureusement, par exemple, dans le cas de la sécurité sociale, souvent, c'est pas possible, ou alors le coût imposé à l'usager est quasiment est très très lourd. Dans le cas du fisc, c'est la même chose. Donc, il faut, je crois, avoir une démarche personnelle, mais qui malheureusement, je crois, ne pourra jamais concerner qu'une petite minorité très consciente, et donc qui ne sera pas suffisante pour faire barrage à tout cela. Je crois qu'il faut aussi effectivement mener un combat politique, ce que fait par exemple Virginie Geron et d'autres. Mais il faut aussi un combat proprement politique contre ces mesures et voir que c'est remettre, je crois, c'est vraiment l'élément central, la question du bien commun au cœur du débat politique et non pas seulement la question de ce qui est fonctionnel, simple, etc. Quand on parle de vertu, juste pour finir, c'est très intéressant. La vertu, c'est formidable, mais la vertu, historiquement, classiquement, c'est propre à un peuple. Chaque peuple a une vision particulière du bien commun, d'une hiérarchie de valeurs. Et si vous êtes dans l'Iran, des mollahs ou en Europe, la vertu n'est pas la même chose et les comportements qu'on estime vertueux sont pas la même chose. La vertu qu'on veut imposer aujourd'hui est quelque chose de très différent. C'est une sorte de vertu qui n'est plus du tout ancrée dans une vision du bien commun, qui n'est plus ancrée dans l'être des peuples, dans le vivant des peuples, pour être une espèce de chose complètement abstraite qui vise une sorte de fluidité, de fonctionnalité du corps social, mais sans aucun enracinement profond. Et je crois que c'est aussi cette vision particulière de la vertu qu'il faut condamner, pas évidemment la vertu en général. Merci beaucoup à vous trois. Merci Guillaume Travers, auteur de ce livre, La société de surveillance, stade ultime du libéralisme, aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci à vous Virginie Geron et merci pour votre combat au niveau du Parlement européen. Vous êtes membre du groupe Identité et Démocratie et merci beaucoup à vous professeur Yannick Chatelain, auteur de Chroniques du Technomonde aux éditions Maxima. Merci à vous trois. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.